Kinshasa, 2777 cas. Congo central, 196 cas. Nord Kivu, 43 cas. Sud Kivu, 28 cas. Haut-Katanga, 21 cas. Ituri, 2 cas. Kwilu, 2 cas. Le Covid-19 est dans nos murs et ça continue. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir, mesdames et messieurs, de recevoir une dame. Je l'ai dit souvent, que le plaisir est triple si je reçois une dame, parce que c'est vraiment rare dans cette émission de recevoir une dame. Donc, ça redouble mon plaisir et ça fait travailler mon cerveau encore plus. Pour vous dire que je suis très heureuse de recevoir Arlette Odia, qui est présidente du collectif pour le développement et l'unité du Congo, une ASBL qui soutient l'action du chef de l'État. Très heureuse, je peux vous appeler Arlette. Oui, on est en famille Arlette. Arlette, vous travaillez pour l'unité du Congo, vu la dénomination de votre ASBL. Mais aujourd'hui, on a l'impression que l'unité du Congo est en péril. Quand vous sillonnez le net aujourd'hui, il y a des vidéos qui sont postés, qui parlent de la sécession ouvertement aujourd'hui. Moi, je ne n'irai pas par le dos de la cuillère, parce que c'est un sujet tellement sensible, un sujet tellement important, qu'on ne peut pas le masquer. Parce qu'on dit souvent, on me reproche souvent, pourquoi tu en parles, Paulette qui monte ou pourquoi tu en parles? Moi, j'ai dit, je ne suis pas partisane de la politique de l'autruche. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on casse les œufs pour qu'on puisse faire une omelette aujourd'hui. La sécession du Kivu aujourd'hui, est-ce que ça ne met pas en péril l'unité du Congo aujourd'hui, avec ces velléités aujourd'hui qui se réveillent de la sécession du Kivu, ou dans le Kivu, mettons en général? La sécession du Kivu, certes, c'est un fait, et les soucis de diviser ce pays ne datent pas d'aujourd'hui, ils datent de plusieurs années, mais ce qui est de plus important, c'est d'abord de construire l'amour, construire l'unité. Vous savez déjà, nous devons partir du fait que la RDC est une nation, mais vraiment constituée. Par différentes guerres qui ont sévi dans notre pays, et même la diversité culturelle, ça fait que, bon, c'est à peine qu'on apprend à vivre ensemble, et que l'unité du Congo pose toujours tout le temps des matières à débat. Et c'est pour cette raison que cette structure a été créée, parce que nous sommes bien entendu partis d'un constat. Un constat que la situation dans notre pays, qu'elle soit politique, sociale ou culturelle, a beaucoup évolué. Alors que nous, dans notre façon de faire, nous n'avons pas du tout évolué. Je suis en train de partir d'abord sur l'aspect politique. Vous verrez que avant 1960, il s'agissait d'abord de quitter l'étape de la colonisation pour atteindre l'indépendance. Il y a des structures qui se sont mises ensemble. Je vais parler de l'Abaco, à Liba, ou encore des Louloua et frères, tout ça, parce qu'il fallait au fait accéder à l'indépendance. À la suite de ces événements, il y a Joseph Kasavubu qui est venu au pouvoir, Désiré Mobutu aussi, mais après, il était question de lutter contre le parti-État. Il y a eu une autre situation qui tendait vers la démocratisation du pays. Et les événements se sont succédés de cette manière-là, jusqu'à ce que, ensuite, il était question d'aller aux élections. Nous sommes allés à Sun City, la situation a encore évolué, l'alternance, ainsi de suite. Il y a plusieurs événements qui se sont succédés, mais nous sommes restés au même endroit. Le même endroit, je vais maintenant aborder l'aspect social. Dans notre pays, vous savez, à une certaine époque, il était si rare de voir des personnes de cultures différentes se marier. Je pense que je pourrais même évoquer le cas d'une des chansons clés de J.B. Mpiana, celle de Omba, où il était question de deux familles qui ne pouvaient pas s'accepter parce qu'ils n'étaient pas de la même culture. Mais les circonstances d'aujourd'hui doivent absolument nous amener à vivre ensemble, à vivre dans l'unité. On a si bien compris que ce n'est que dans l'unité qu'on peut construire ce pays. Quelles que soient nos divergences, nous pouvons tous enterrer la hache de guerre et construire un pays beaucoup mieux qu'avant. Une piste de solution qu'avait trouvée à l'époque le maréchal Mobutu, c'était la territoriale des non-originaires. Est-ce qu'aujourd'hui, Arlette Odia serait à l'aise d'être nommée, par exemple, gouverneur d'une province autre que votre province d'origine? Vous vous sentirez à l'aise aujourd'hui? Ça devrait ainsi l'être.
Mais la manière dont l'amour dans notre pays a été détruit au fil des années, ça commence à constituer une crainte. Vous verrez quelqu'un, même sans être gouverneur, je pense qu'il y en a même dans la territoriale, vous verrez un directeur général qui est d'une autre province, mais ne se sent pas à l'aise dans la province qui n'est pas la sienne. Et ce sont ces anti-valeurs que nous devons absolument combattre, parce qu'on a bien compris qu'elles nous ont pas servi à développer ce pays. Et je venais de le dire, ça nous a poussé, pour des raisons évidentes, à créer cette structure, de sorte à consolider l'amour qui va déboucher sur le développement de notre pays. Merci Arlette Odia. Nous allons commencer comme depuis que la pandémie est là, nous allons commencer par le Covid-19. Pardon. La Covid-19. Mais ces Français vont nous troubler la tête. Si j'ai dit là ou le, comprenez, parce qu'on s'en fout un peu. Par rapport au Covid-19, nous allons parler de la situation épidémiologique, nous allons parler du dépistage du Covid-19, parce que beaucoup de gens se demandent toujours comment ça se fait, comment on attrape le coronavirus, où se faire dépister, parce que nous sommes déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure à Kinshasa, à 2777 cas. Ça devient sérieux. Donc il faut vraiment qu'on prenne conscience que cette maladie est vraiment présente dans la capitale. Et la réunion du Rwanda, de la RDC et du Rwanda par rapport à la réouverture des frontières, vous savez qu'avec la Covid-19, il y a eu fermeture des frontières, hein, et les avions ne volaient plus, il y avait plus de transport transfrontalier. Mais ces deux pays ont décidé de la réouverture de leurs frontières. Plus de détails, s'il vous plaît. La prorogation de la maladie à coronavirus se poursuit en République démocratique du Congo. L'équipe des ripostes contre la Covid-19 rapporte ce mardi 26 mai 143 nouveaux cas confirmés de la maladie sur 410 échantillons testés, dont 95 enregistrés à Kinshasa, 20 au nord Kivu, 12 au sud Kivu, 11 au Congo central, 4 dans les Haut-Katanga et 1 au Kwilu. Le cumul total est de 2546 cas confirmés. Le bulletin indique également que 25 nouvelles personnes ont été déclarées guéries, ce qui rapporte le total des vainqueurs à 365. Dans le rang des décès, aucun cas supplémentaire n'a été rapporté. 67 est jusqu'ici le nombre de décès cumulés au pays. L'équipe des ripostes indique également que 567 cas suspects sont en cours d'investigation et 1679 patients en bonne évolution. 7 des 26 provinces du pays sont touchées par cette pandémie déclarée en RDC depuis le 10 mars dernier. Il s'agit de Kinshasa avec 2293 cas, Congo central 176 cas, Nord Kivu 35 cas, Haut-Katanga 21 cas, Sud Kivu 16 cas, Ituri 2 cas et Kwilu 2 cas. Les 10 zones de santé les plus touchées de la province de Kinshasa sont les Kankokolo avec 270 cas. Limité devient l'épicentre du coronavirus avec 255 cas sur 248 cas testés positifs. Le 25 mai, l'église Sifemsi de Mama Olangui, qui se trouve dans cette municipalité, enregistre elle seule 45 personnes infectées à la Covid-19. Binza Ozone, 198 cas, Gombe, 188 cas, Lemba, 161 cas, Binza Météo, 109 cas, Kintambo, 62 cas, Lingwala, 54 cas, Kassavubu, 47 cas, Kalamu, 45 cas et enfin Matete, 45 cas également. La prorogation de la maladie à coronavirus se poursuit en République démocratique du Congo. L'équipe des ripostes contre la Covid-19 rapporte ce mardi 26 mai 143 nouveaux cas confirmés de la maladie sur 410 échantillons testés, dont 95 enregistrés à Kinshasa, 20 au nord Kivu, 12 au sud Kivu, 11 au Congo central, 4 dans les Haut-Katanga et 1 au Kwilu. Le cumul total est de 2546 cas confirmés. Le bulletin indique également que 25 nouvelles personnes ont été déclarées guéries, ce qui rapporte le total des vainqueurs à 365. Dans le rang des décès, aucun cas supplémentaire n'a été rapporté. 67 est jusqu'ici le nombre de décès cumulés au pays. L'équipe des ripostes indique également que 567
107 cas suspects sont en cours d'investigation et 1679 patients en bonne évolution. 7 des 26 provinces du pays sont touchées par cette pandémie déclarée en RDC depuis le 10 mars dernier. Il s'agit de Kinshasa avec 2293 cas, Congo central 176 cas, Nord Kivu 35 cas, Haut-Katanga 21 cas, Sud Kivu 16 cas, Ituri 2 cas et Kwilu 2 cas. Les 10 zones de santé les plus touchées de la province de Kinshasa sont les Kankokolo avec 270 cas. Limité devient l'épicentre du coronavirus avec 255 cas sur 248 cas testés positifs. Le 25 mai, l'église Sifemsi de Mama Olangui, qui se trouve dans cette municipalité, enregistre elle seule 45 personnes infectées à la COVID-19. Binza Ozone, 198 cas, Gombe, 188 cas, Lemba, 161 cas, Binza Météo, 109 cas, Kintambo, 62 cas, Lingwala, 54 cas, Kassavubu, 47 cas, Kalamu, 45 cas et enfin Matete, 45 cas également. Les pays de Tshisekedi et Paul Kagame s'engagent à lutter contre l'ennemi invisible, la COVID-19. À l'issue de la réunion bilatérale tenue à la Grande Barrière entre la ville de Goma et celle de Gisenyi, entre les délégations congolaises et rwandaises, un cadre de concertation a été mis en place. Selon notre source, ce cadre permettra aux deux pays d'échanger leurs expériences sur la gestion de la COVID-19 afin d'établir des mesures communes dans la lutte contre cette pandémie. Selon le vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité qui a représenté les RDC, la gestion des cas de la COVID-19 devait inclure la surveillance, le partage des informations entre les deux pays en ce qui concerne le mouvement des personnes qui traversent la frontière avec des marchandises. La crise sanitaire concerne nos deux pays, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Voilà pourquoi il a été nécessaire pour nous de peaufiner des stratégies de riposte. Déjà, un cadre de concertation a été créé et là, nous échangerons des expériences pour que nous parvenions à vaincre ces fléaux, a déclaré Innocent Bokele. Pour sa part, le représentant du gouvernement rwandais a fait savoir que la surveillance épidémiologique de tous les conducteurs qui font le mouvement entre les deux pays doit être de rigueur. Ce, pour ne pas permettre la propagation de la maladie. Ici est de noter que cette rencontre a connu la participation de gouverneurs du Nord et Sud Kivu. Arlette Odia, nous avons suivi les chiffres, on a égrené les chiffres dans toutes les communes, mais j'ai relevé en fait, aucune commune de la Tchango n'est citée. Et les gens se posent la question, vous connaissez la Tchango comment c'est? La population qu'il y a dans la Tchango, il n'y a aucun cas détecté dans la Tchango. Et ça crée un problème parce que les gens disent, mais si à la Tchango, il n'y a pas la Covid, c'est que la Covid n'existait pas en RDC ou à Kinshasa en particulier. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça nous amène à réfléchir beaucoup plus sur l'aspect divin et spirituel. Vous savez que le Tout-Puissant, il est toujours mystique et mystérieux. On ne peut pas comprendre qu'un fou qui vit pendant autant d'années dans la poubelle ne tombe pas malade, tandis que des autres qui prennent soin d'eux, qui ont des conditions sanitaires appropriées, arrivent à tomber malades. C'est une illustration que je donne pour dire qu'on devrait plutôt voir la situation autrement. J'aimerais rappeler une réflexion qui avait été faite dans notre structure, celle d'interpeller le dirigeant, notamment les personnes chargées de la riposte, pour dire que les conditions précaires dans lesquelles vivent encore la population congolaise feront qu'à un certain moment, il y aura un relâchement dans l'observance des gestes barrières. Et déjà dans la Tchango, le port de masque, moi je peux vous le dire, n'est pas du tout respecté. Hein. Il n'est pas du tout respecté. Entre-temps, on n'enregistre pas beaucoup plus de cas. C'est paradoxal. Vous avez dit que c'est la main de Dieu. Disons que c'est la main de Dieu. Oui. Alors tout le monde va servir dans la Tchango aujourd'hui parce que Dieu est là-bas. Lorsqu'il faut vraiment glorifier Dieu, il le fait, il le faut, et je pense que c'est ici le cas. J'étais en train de dire que il fallait beaucoup plus mettre de l'accent sur la recherche scientifique. Vous voyez, au Madagascar par exemple, la maladie a été suffisamment stoppée
par rapport aux exploits de la recherche scientifique. Et que si ça avait été vraiment le cas, ici chez nous, on ne serait pas à ce cas où nous sommes arrivés. Le docteur Mouniangui est venu et nous avons, moi personnellement, j'ai publié une ordonnance où il est nommé dans le cabinet du chef de l'État comme conseiller en charge de la santé ou je ne sais pas moi quoi, je n'ai pas retenu la formulation exacte. Mais ça, c'est pas casser aussi son travail. Parce que lui, il est chercheur. Il doit être dans un laboratoire en train de chercher, en train de travailler pour trouver le médicament. Et vous le nommez dans un cabinet présidentiel. Que ça soit vrai ou faux, je ne sais pas, mais le document a été publié. D'ailleurs, le ministre de la Justice va nous taper, en tout cas, la latte va nous taper un bateau sur les doigts parce qu'on nous a interdit de publier de tels documents, mais c'est pas de notre faute si c'est publié, ben nous on publie. Donc, il est là comme conseiller à la présidence et son travail de recherche. Je pense que vous aurez fait mieux de ne pas publier ces documents parce que personnellement, il ne me convainc pas de par son authenticité. Ah, c'est toujours du fake, hein? Vous allez vous souvenir certainement qu'après l'arrivée du docteur Jérôme Mouniangui, qui d'ailleurs est arrivé tout récemment, il n'y a pas eu de lecture de ordonnances de nomination. Donc, si ce n'est pas un fake news, c'est quelque chose qui ne peut pas être pris en considération. C'est antidaté, hein? C'est antidaté. Non, mais aussi, cette ordonnance, je pense qu'il a plutôt la signature du directeur de cabinet et je ne pense pas avoir... En tout cas, moi, je ne crois pas à ce document. Mais sinon, l'on doit vraiment mettre de l'accent sur la recherche scientifique. Ça m'interpelle, parce que moi, j'aime bien quand j'ai une idée, ça m'interpelle. Vous êtes juriste, hein? Oui, je suis. Est-ce que le ministre a le droit de nous interdire, nous, de publier des documents? Parce que moi, je suis journaliste. On m'envoie un document. Et ma source, moi je n'ai pas trahi ma source, me dit c'est un document authentique, Paulette Kimon, tout ça provient. Nous avons besoin des informations. Imagine qu'il me dit voilà, c'est un document, voilà, on a nommé le docteur Mouniangui où il figure dans un document comme conseiller. Qu'est-ce que moi je fais? Je la garde, je la publie, je la mets à disposition du public ou quoi? Parce que j'ai peur aujourd'hui qu'on m'arrête par rapport à ça. Juridiquement, il n'y a pas une loi qui interdit. Il n'y a pas une loi contre la cybercriminalité ici en République démocratique du Congo. Oui, la mettre à la disposition du public est une chose, mais croire à son contenu en est une autre. Je pense que si, face à tous les documents que nous voyons, si on doit y apporter du crédit, c'est qu'on sera tout le temps en train de nous tromper. Mais dans tous les cas, c'est un aspect à prendre en compte. Et que si c'est le cas, je pense que à son retour, le Congo où le peuple congolais a plus besoin de lui au laboratoire que dans le cabinet du président de la République. Et que si ça a été réellement le cas, qu'il est aujourd'hui l'un des conseillers, je pense qu'avec ce qu'a été la réaction du peuple ou des internautes, ça doit aussi interpeller l'autorité pour le ramener où nous voulons effectivement le voir. C'est ça aussi. Ça me ramène à relever les failles que la population élève par rapport au gouvernement et sa façon de communiquer. Et vous verrez que non seulement que le peuple est constitué, elle est considérée comme le cinquième pouvoir, mais aussi il y a le média qui sont aussi un quatrième pouvoir. Je voulais parler du peuple comme cinquième institution. Comme cinquième institution. Alors, les réseaux sociaux, c'est un canal qui peut servir à une information ou à une désinformation et que les gouvernements devraient prendre en compte cet aspect de choses. Ça me pousse à revenir assez par où j'ai commencé. Que la site de la présidence de la République n'est pas du tout opérationnel depuis plus d'une année aujourd'hui. On ne peut pas accéder au site de la présidence de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de site officiel. Alors, la faute à qui? Si à la présidence, eux-mêmes, ils n'ont pas un site officiel, il n'y a pas un site officiel à la présidence, les gens qui travaillent à la présidence n'homologuent pas leur site. Même le porte-parole de la présidence, son site n'est pas homologué. Il n'y a pas l'étoile bleue là qui certifie son site. Donc aujourd'hui, quelqu'un peut créer un site au nom du porte-parole du chef de l'État. Et bien moi, je vais prendre ça pour vrai parce qu'il n'a pas homologué, il n'a pas certifié son site. S'il vous plaît, les conseillers, ceux qui sont à la présidence, certifiez vos sites. S'il vous plaît, ça nous épargnera tous ces fake news. Parce que moi, je vais relayer une information si c'est dans un site certifié. Comme Stani Boujakera d'Actualité CD, bravo à toi, il a certifié son site. Qu'est-ce qui nous manque? Il n'y a pas de...
C'est incroyable en plein 21e siècle. Permettez-moi sur ces points de revenir sur ce par quoi j'ai commencé. Je vous en prie. Celle de dire que la situation a évolué, mais notre façon de faire n'a pas évolué. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Hier, il n'y en avait pas. On doit faire avec. Hein? Nous devons faire avec. Et par là, l'interpellation, bien sûr qu'elle est venue de vous, mais j'en fais mienne par rapport au fait que les sites ou encore les canaux de communication au peuple d'éviter la désinformation qui peut être vraiment toxique. Vital Kamerhe s'est présenté à la barre après l'interrogatoire de Jamal Sami, alors que les Libanais avaient eu du mal à prouver les contrats sur base duquel il avait perçu 57 millions de dollars américains pour les 1500 maisons préfabriquées. Vital Kamerhe, lui, n'a cessé de brandir le contrat signé en avril 2018 par l'ancien ministre du Développement rural, Justin Bitakwira. Ici, la République a démontré que ce contrat de 2018 ne concernait que 900 maisons et pour lesquelles aucun décaissement n'avait été effectué par le gouvernement congolais. Alors, quel est le soubassement du décaissement de 57 millions de dollars américains? Vital Kamerhe a dit ne pas le savoir et que c'est à la République d'y répondre. Pourtant, Jamal Sami avait évoqué le soubassement de l'avenant signé en avril 2019. Mais la partie civile a fait remarquer que le décaissement avait été effectué en mars, bien avant la signature de l'avenant. Pour le ministère public, il n'y avait jamais eu de contrat formel entre l'État congolais et la société Samibo Congo devant justifier le décaissement de 57 millions de dollars. Vital Kamerhe s'est fait passer pour un innocent n'ayant autorisé aucun décaissement. Il a exigé que des greffes retenues à sa charge soient confirmées par des documents. Là, le ministère public lui a opposé 2 documents, son communiqué du 14 janvier 2019 interdisant tout décaissement et son plan de décaissement concernant les travaux des 100 jours au ministre des Finances. Là, Kamerhe, un peu cloué, accusera le parquet de poursuivre encore l'instruction du dossier. Cependant, beaucoup de questions sont restées sans réponse suite à l'absence des personnes citées. Le tribunal décidera de faire venir plusieurs témoins à l'audience prévue le 3 juin prochain. Parmi ces témoins, Amida Chatur, épouse de Vital Kamerhe, et Soraya Mpiana, sa belle-fille. À la prochaine audience également seront entendus des superviseurs et coordonnateurs du programme des 100 jours. On a tendance à renverser les choses. C'est comme si les questions doivent venir de l'autre côté pour que nous puissions répondre ou le tribunal puisse répondre. Alors que ce que nous sommes en train de faire, c'est la partie prévenue qui doit répondre aux questions du tribunal, de la partie civile, du ministère public. S'il cherche à comprendre pourquoi il est devant la barre, qu'il réponde aux questions, il va déduire de ces questions que nous posons les faits pour lesquels il est poursuivi. Monsieur le Président, je vais faire poser 2 petites questions seulement. On va continuer peut-être. Est-ce que le prévenu Kamerhe reconnaît avoir fait un communiqué en date, je crois, du 14 janvier, interdisant tout paiement, sauf son autorisation? Vous avez fait un tel communiqué, prévenu Kamerhe? Oui, sur l'instruction du président de la République, et le communiqué n'est pas tombé comme un cheveu dans la soupe. C'est ce qui nous a permis, les ministres des Finances, les ministres des Budgets, le gouvernement de la Banque centrale, de réunir dans un premier temps, en un temps record, d'1 mois, plus de 70 millions de dollars américains économisés. Ma deuxième question. Est-ce qu'il reconnaît avoir écrit au ministre des Finances, avoir envoyé un planning de paiement en rapport avec les marchés conclus dans le cadre des 100 jours? Je réponds en disant que je constate que le procureur continue son instruction, ses enquêtes. Parce que écrire au ministre des Finances, écrire au ministre de l'enseignement primaire et secondaire, écrire au ministre de l'Agriculture... Si le président il peut nous dire par oui ou non, tout simplement. On écrit. Pourquoi voulez-vous que je me souvienne de toutes mes correspondances? Lorsqu'on parle d'un contrat qui engage la République par rapport à un tiers, il faut avoir présent à l'esprit qu'il y a d'une part la responsabilité contractuelle de la République
qui est engagé par ses organes, notamment les ministres et autres, et il y a la possibilité donc d'avoir une responsabilité pénale. Et ici, nous sommes dans la responsabilité pénale, qu'il ne faut pas confondre avec la responsabilité administrative. Et donc, ce manque de distinction risque de nous amener dans un processus qui va déboucher sur autre chose. S'agissant des détournements, c'est une infraction d'intellectuel. Ce n'est pas la même chose qu'un vol à la tire. Et donc, c'est l'assemblage des actes isolés qui va démontrer plus tard le processus criminel. Il ne faut pas isoler. C'est pourquoi il faut garder son calme, aller mollo jusqu'à la fin de l'instruction. C'est le rôle du ministère public de la partie civile de démontrer en quoi consistent les actes matériels et moraux du détournement. Alors, le prévenu, mais bien sûr, on ne peut pas établir la responsabilité civile si l'infraction n'est pas établie. C'est de la logique élémentaire. Et alors, si le prévenu s'en tient aux qualifications, mais je vous rappelle que vous, juge, vous n'êtes pas lié par des qualifications, vous êtes lié par des faits que la citation à prévenu vous a donné. Vous avez même la possibilité de les disqualifier, de les requalifier. Donc, qu'ils ne soient pas pressés. Entendons toutes les parties que j'avais proposées, par exemple, dans le courrier de la semaine dernière, vous verrez une succession d'actes qui démontrent et à la fois l'intention et les actes matériels du détournement. Je vous dis que s'il s'agit d'une infraction d'intellectuel. Et vous ne pouvez la démonter que si vous êtes vous-même un véritable intellectuel. Et nous le ferons. Arlette Odia, votre impression par rapport à ce procès, ça c'est déjà la deuxième fois. Vous avez l'impression que c'est un procès équitable? Le procès est tout à fait équitable. Et puis, il faut noter que pour les peuples aujourd'hui, les fêtes pour Kaméré de comparaître devant les instances judiciaires est loin d'être une joie. C'est plutôt un soulagement. Ce peuple a souffert par le fait que la justice était revenue un peu comme pour les petits peuples. Et c'est pas normal. Tandis que la plupart de ceux qui commettent les infractions comme petits peuples, soit c'est crimes économiques, soit c'est pour résoudre les problèmes des faim, pour scolariser les enfants. On ne peut pas justifier un crime, mais à la fin, on trouve qu'il y a une justification, peut-être pour le petit forfait qu'on a commis. C'est ainsi que même la loi parle des faits bénins. Mais vous verrez que ce sont ces gens-là qui étaient plus visés par la justice. Ils s'en vont devant les instances judiciaires. Ils vont retrouver des magistrats corrompus, des avocats qui font des coups bas contre leurs intérêts. Et c'était comme ça que nous avons souffert dans ce pays. Les faits aujourd'hui de voir Vital Kaméré devant les instances judiciaires, en tout cas je l'ai dit, loin d'être une joie, c'est un soulagement. C'est un soulagement. Comme il s'appelle lui-même, Vital Kaméré. Non, mais pas du tout. Pas du tout. Donc, tout est de sa faute aujourd'hui. Tout revient sur Vital Kaméré. Non, mais ça a été pourquoi? Parce qu'il avait aussi à la fin tout centralisé sur lui-même. C'est ça le problème. Les aspects sociaux et les aspects politiques de cette question, c'est celle-là. Vous avez suivi l'officier du ministère public qui a commencé son interrogatoire par les incidents d'avant même que les fonds soient mis à la disposition de sociétés commerciales. Celle qu'au départ, à peine prise de fonction, il a pris une mesure, celle d'interdire toutes les sorties de fonds. Il a dit c'est sous instruction du chef de l'État. Vital ne pouvait rien faire si Fachi ne le dit pas de le faire. Il faut être correct. Mais c'est tout à fait sous instruction du chef de l'État. Tout à fait d'accord. Ce qu'il faisait, c'était sous Je suis d'accord sur le fait qu'il avait des instructions de les faire. Mais il avait aussi l'instruction de bien le faire. On vous demande de faire quelque chose. Vous le faites mal et vous dites que je l'ai mal fait parce qu'on m'avait dit de faire. Non, il y a une nuance. Et c'est cette nuance qui intéresse le peuple. Qui nous intéresse dans le sens que nous voulons aujourd'hui voir cette justice réellement faire son travail. Je n'aimerais pas aborder les aspects juridiques de ce procès. Nous sommes en procès. Parce que le procès est en cours
Et d'ailleurs... République des juges, Arlette Odia, comme l'a dit Madame Mabunda, aujourd'hui, la justice veut peut-être redorer son blason terni, alors la justice arrête à tout va, arrête à tour de bras, qu'on interdit un peu, on vous arrête, on vous appelle pour venir comparaître, vous êtes en prison et tout ça. Aujourd'hui, c'est pas une république des juges. Ils en font pas un peu trop? Madame Mabunda doit répondre à cette question, celle de savoir entre la république des juges et celle des intouchables, quelle est celle que l'on devrait préférer. Bien sûr, celle des juges. La loi ne prévoit pas pour un juge de refuser une plainte ou de refuser une action qui est intentée devant la justice. Non, ce n'est pas parce que la justice a été saisie qu'elle va mal rendre sa décision. C'est pour cette raison d'ailleurs que vous verrez les associations de la société civile interpeller les pouvoirs publics sur l'amélioration de conditions de vie, de conditions de travail de magistrats, parce que si ils sont dans les meilleures conditions, ils nous rendront la bonne justice. Il ne faut pas oublier, madame, que devant la justice, ou lorsque vous avez subi un préjudice quelconque, vous avez le choix, soit de pardonner, parce que nous sommes aussi chrétiens, même pour ceux qui sont musulmans, et il suffit d'être croyant et qu'on sait on sait pardonner un fait, c'est pas un problème. Mais lorsque vous engagez dans la démarche de réclamer une réparation, ça veut dire que vous prenez aussi un risque. Une fois que votre action n'aboutit pas, c'est une action réconventionnelle qui est initiée contre vous. Et ces choses-là, nous devons le comprendre. Pour ceux qui vont saisir la justice avec légèreté, doivent savoir qu'il y a des retombées et en tout cas des conséquences fâcheuses. C'est vrai qu'on ne va pas entrer dans le détail, mais ça avait soulevé quand même un tollé qu'on appelle l'épouse de Vital Kamerhe, sa belle-fille et tout ça. Et beaucoup ont dit qu'on veut l'affaiblir. Donc on veut l'atteindre au point, le point le plus pété, comme on dit. Donc là où ça fait vraiment mal. Est-ce que Amida ou Soraya Mpiana, quel est l'impact de leur présence? Moi, je pose la question que la population m'a dit de vous poser. Quel est l'impact de la présence de ces deux dames au procès? Je pense que dans ces procès, c'est lui qui a invité Madame Amida et Mademoiselle Soraya au procès. C'est leur père lui-même. Pourquoi? Oui, parce que si ce dernier n'avait pas posé un quelconque acte, le ministère public l'a dit dans sa déclaration, s'il n'avait pas posé un quelconque acte dans le dossier, il ne serait pas invité. Ils ont été invités au parquet et le juge a estimé important qu'il soit également auditionné devant les tribunaux. Mais il y a plutôt un aspect, un tout autre que je voudrais relever, c'est celui du fait que le juge devrait se rendre compte de l'intérêt qu'il y a à traiter les dossiers pénaux avec célérité. S'il y a déjà des déclarations qui ont été faites devant le parquet, pourquoi on voudrait tirer la situation en longueur? Et c'est ce que je ne comprends pas. Et même le peuple n'en a pas besoin. Je veux vous dire, Madame Paulette, que en voulant servir le peuple, nous devons d'abord nous interroger sur ce que veut le peuple. Aujourd'hui, le peuple a besoin que ces procès touchent à sa fin, qu'il sache si réellement Vital Kamerhe a été innocent ou est coupable. On n'a pas besoin de tous ces longs procès. C'est ainsi que vous verrez que la plupart des dossiers commencent au tribunal sans trouver d'issue. Je vais donner une toute petite illustration. Nous sommes au parquet. La procédure n'a fait que 2 semaines, alors que le travail au parquet, il est très difficile. Il a besoin de beaucoup plus de temps, le ministère public, pour rassembler les preuves. Mais en ce moment et à l'étape de la procédure, le juge a déjà suffisamment d'éléments. Je ne vois pas pourquoi on doit aller de remise en remise, surtout qu'entre 2 dates de remise, il y a toujours beaucoup de choses qui peuvent se passer, et dont notamment le décès question. Est-ce que la mort du juge, est-ce que ça va impacter sur la suite du procès? Non, mais pas du tout. La mort, elle est naturelle. Elle est créée pour... les gens sont créés pour être remplacés. Il n'y a personne qui est irremplaçable. C'est vrai que ça pourrait entraîner une certaine... je vais dire... Les changements, ça pourrait nous prendre du temps. On ne sait pas si déjà à la date du 3... Le nouveau juge doit venir relire les dossiers, s'imprégner du dossier, comme on dit. S'imprégner du dossier. Et en donner encore lecture, ça va nous prendre du temps, mais ça ne va pas changer le cours normal du Pourquoi procès. Refuser la liberté provisoire à Vital Kamerhe?
Ben ça c'est le juge. 6e fois déjà. Ça c'est les juges. C'est les juges. Il faut évoquer le fait que la loi sur la détention préventive donne au juge ou encore au magistrat du parquet, lorsque les dossiers se trouvent encore chez lui, la possibilité d'apprécier tout seul, devant son intime conviction, de l'intérêt à accorder ou à refuser la liberté provisoire. Mais il faut reconnaître qu'il s'agit d'un procès contre des millionnaires, des personnes qui sont au scandale des détournements des millions. Et que si ces gens sont en liberté, voyez les risques. Je ne dis pas que c'est de cette manière. Les témoins, ils peuvent fuir, c'est ça un peu le risque. Prendre en tout cas plusieurs dispositions pour l'empêcher d'être en contact avec les gens. C'est ça, c'est un peu ça aussi. C'est l'une des raisons, j'estime être là l'une des raisons. Et que d'ailleurs, si le procès suit son cours normal, il ne va pas du tout prendre du temps et que s'il est réellement innocent, il va recouvrer sa liberté totale. Voilà. Nous allons maintenant à l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs. Nous avons encore suivi ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avec la destitution au poste de vice-président, du premier vice-président de M. Jean-Marc Kabound par une pétition initiée par Jean-Jacques Mamba du MLC. Vous le savez, on demande donc à l'UDPS de chercher déjà un autre candidat pour remplacer, mais ça soulève encore d'autres questionnements parce que beaucoup disent que ce poste-là ne revient pas uniquement à l'UDPS, c'est un poste réservé au cash. Et deuxièmement, j'ai fouillé, j'ai demandé, les gens disent que ce poste-là, en fait, revient à l'opposition. Donc, cash ne fait pas partie de l'opposition, c'était un arrangement politique à l'époque pour satisfaire le partenaire, mais selon les us et coutumes de l'Assemblée nationale, le poste de vice-président revient à l'opposition. Fouillez les autres assemblées nationales précédentes, vous allez voir que le poste de premier vice-président revient à l'opposition. Voilà, donc ça soulevait encore d'autres questionnements. Et le rejet de la demande de lever de l'immunité de Tambo Mamba, et bien voilà, les sénateurs ont dit niet, pas question. Donc voilà. Tambo Mamba reste président du Sénat, il n'ira pas au tribunal. Dès l'ouverture de la salle des plénières, l'on pouvait remarquer la présence des isoloirs. Tout laissait alors croire que le sort de Jean-Marc Kabound allait se jouer dans la journée du lundi 25 mai. Ajoutez à cela la présence massive et inhabituelle des députés, comme pour dire, personne ne voulait rater l'événement, la première déchéance d'un membre du bureau de l'Assemblée nationale de cette 3e législature. Mais il fallait attendre plusieurs heures pour que cela devienne réalité. Bien avant, les députés s'étaient soumis à l'examen de la pétition visant la déchéance du président ad intérim de l'UDPS de ses fonctions au bureau de la Chambre basse du Parlement. Un débat houleux entre les partisans de ceux qui voulaient qu'on puisse surseoir au dit examen en attendant la fin du contentieux judiciaire opposant le député Mamba à son collègue Simon Piana qui l'accuse de faux et usage de faux d'un côté et de l'autre ceux qui tenaient mordicus à débattre de la question. Et ce sont ces derniers, majoritaires, qui vont l'emporter. La suite, les choses vont s'enchaîner. Ni la bagarre, ni la sortie des députés UDPS ne vont changer grand-chose. La pétition sera soumise au vote. Sur 315 députés qui ont voté, 289 ont estimé que Jean-Marc Kabound ne méritait plus sa place au bureau de l'Assemblée nationale. Il ne reste plus qu'au cash, à qui revient le poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale, de désigner le prochain successeur de Jean-Marc Kabound. Nous avons eu à recevoir le rapport de la commission spéciale qui a été mise sur pied pour examiner la requête que nous avait adressée le procureur général près la Cour de cassation. Dans cette requête, le procureur général voulait qu'on puisse, il sollicitait qu'on puisse lever les immunités du président du Sénat à la demande de l'honorable Goya qui a introduit une plainte en diffamation. Bon, eh bien, on a examiné ça. Du point de vue de la Constitution, lorsque un sénateur parle au sein de l'hémicycle, il est protégé par les immunités. Ce n'est pas nous qui avons créé ça. Ça existe dans toutes les chambres du monde. Eh bien, notre règlement intérieur nous protège, nous, lorsque nous parlons au sein du Sénat. Et puis,
La Cour de cassation elle-même, elle sait qu'elle ne peut pas venir solliciter ici la levée des immunités dans des cas comme ça. Ils savaient déjà comment ça allait se passer. Donc, les hauts magistrats ne pouvaient pas s'attendre à autre chose que ça. Il ne faut pas être surpris. Nous ne pouvons pas croire que les hauts magistrats rêvaient ou non, ils ont accompli une formalité, mais ils savaient très bien qu'en aucun cas, on ne peut poursuivre un sénateur pour une prise de position au sein de l'Assemblée. Ça n'existe nulle part au monde. Nulle part au monde. Eh bien, ce n'est pas nous qui allions créer un antécédent en levant des immunités. Non seulement on a rejeté la demande introduite par le procureur général près la Cour de cassation, mais nous avons aussi mis fin à toute poursuite. Arlette Otia, vous avez suivi les images avec nous de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Bagarre d'abord, sortie de l'UDPS. Normal que les députés se battent comme ça à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Le poids des intérêts qu'ils portent peuvent les amener à ces actes. C'est vrai qu'on le regrette, c'est vrai qu'on ne peut pas tout le temps... en fait, je voulais dire que les poids des intérêts peuvent faire que on en arrive à ce point. Distanciation sociale avec la Covid, eux-mêmes donnent un mauvais exemple. Ben, certaines circonstances font que certaines choses aussi nous échappent. On le regrette et on ne voudrait pas que ça se reproduise. Mais il s'agissait de quoi exactement? Madame Paulette, laissez-moi vous rappeler ici qu'à chaque fois que les députés viennent vers la base pour avoir un mandat, qu'est-ce qu'ils disent à cette population? Nous allons à l'Assemblée pour vous représenter. Une fois à l'Assemblée, ils vont représenter leurs propres intérêts, leur propre ventre, mais plus celui de ce peuple. Représenter un peuple veut dire quoi? Comprendre ce que c'est, ses aspirations, son souci. Est-ce que par rapport à ce qu'attend le peuple et à la destitution, y a-t-il une cohérence? Il n'y en a pas. Parce que lorsqu'on s'interroge sur les raisons qui ont concouru à la destitution du premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale, c'est que soit on lui reproche d'être imbu de lui-même, on lui reproche d'être immature, je ne sais pas en quoi. Pas du tout expérimenté. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas répondu à une lettre de l'un de ses collègues. Mais madame, on ne va pas à l'Assemblée nationale devenir des amis. C'est ce que j'ai eu à relever dans une de mes interventions sur le sujet de Alexis Tambourman et de l'honorable Goya, même si on aura le temps d'en parler. On ne s'en va pas pour faire des amitiés, on s'en va pour servir le peuple. L'un n'empêche pas l'autre. Ça, c'est vrai. Mais j'aimerais simplement vous donner un exemple. Je connais bien que votre nom est Paulette Kimuntu, mais je m'en vais vous écrire pour vous demander, madame, quel est votre nom? Vous n'allez même pas classer ces demandes parmi les urgences. Parce que si on doit seulement dire que Jean-Marc Aboun n'a pas répondu, est-ce qu'il y avait un délai pour répondre à cette lettre? Est-ce qu'il devrait absolument... Manque de respect aussi envers un collègue. Ça. Ils sont collègues. C'est vrai que lui, il est vice-président de l'Assemblée nationale, mais c'est un manque de respect envers un collègue. Non, mais pas du tout. Quelqu'un qui vous écrit par voie officielle et la décence... Et s'il répondait demain? Parce qu'il n'y avait pas de délai pour répondre à cette lettre. Et pourquoi il n'a pas répondu? Qu'est-ce qui empêchait ce qu'il puisse répondre? Mais justement parce qu'il n'y avait pas urgence. Quant à moi, à la place de Jean-Jacques Mamba, j'aurais imaginé qu'il a certainement d'autres urgences. Et si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est une raison suffisante pour initier une pétition? Une pétition, ce n'est pas légal. Mais aussi des motifs. Pour cette pétition. C'était à l'Assemblée nationale où aux députés de buter ça dehors. Mais les députés ont voté contre Jean-Marc Aboun. Cela démontre qu'il y a malaise au sein de l'Assemblée nationale. Non, mais il y a un malaise que l'on crée. Qui crée ce malaise? Il y a un malaise que l'on crée. Le fait que sa tête ne plaise pas. Alors qu'aujourd'hui, est-ce qu'on s'est rendu compte de fond, des fonds que doit allouer la procédure des destitutions et de l'élection d'un autre président? Moi, ici à Congo, on ne mâche pas les mots. Sa tête ne plaît pas à qui? À plusieurs. À Mabunda? Sa tête ne plaît pas à qui? Je vais vous en donner des exemples. Je vais vous en donner des exemples. Je vous en prie. Déjà, à Janine Mabunda, pourquoi? Parce que, vous savez, à cette plénière, Madame Mabunda est revenue plusieurs fois sur le fait que nous sommes au courant de ce que l'UDPS fait. Nous sommes... Et même dans l'informel, il y en a de ceux qui relayent les propos de Madame Mabunda pour dire que
vous n'avez vu que le 1% de ce que je vis avec Jean-Marc Aboun. Mais c'est là à dire que on oublie les raisons qui nous amènent à l'Assemblée. Les raisons, elles sont stipulées à l'article 100 de la Constitution. Il faut légiférer et contrôler. Les députés sont allés au-delà de leurs prérogatives. Ils sont allés au-delà. Et par rapport à la situation sociale de notre pays, je reviens sur le fait que la déchéance ou la destitution d'un président, d'un vice-président de l'Assemblée, et même le fait de pouvoir à ce poste, ce sont des sommes colossales. Et que si ils doivent être déboursés, ça doit être pour des raisons fondées. Quelles sommes colossales? Les bacs qui ont servi aux élections, ce sont les bacs de la CENI. Vous appelez ça bac, mais peut-être que on vous dira que le bac coûte $1 million, c'est ce que vous ne voulez pas. Janine Mabunda, il faut nous donner le prix. Parce que oui. Si ces élections ont coûté combien à l'Assemblée nationale? On reviendra sur cette table pour en parler. Je vais essayer de fouiller pour savoir si ces élections ont coûté combien à l'Assemblée nationale. Laissez-moi parler un peu de Jean-Marc Aboun. Est-ce que c'est vrai que on a l'habitude que les politiques congolais se victimisent un peu trop? C'est pas ma faute, c'est l'autre. Est-ce que pourquoi c'est seulement lui qu'on taxe d'un but, c'est seulement lui qu'on taxe d'eux et pas l'autre? Est-ce que lui-même ne fait pas de fois son propre examen de conscience par rapport à son propre comportement? Non, mais le comportement, c'est par rapport à quoi que l'on doit aujourd'hui aborder. Respect à ses collègues, parce que nous fouillons, nous demandons aux collègues qui sont avec lui comment se comporte, par exemple, pourquoi vous avez mis une épée de Damoclès sur Jean-Marc Aboun. Ils disent, mais il a un comportement qui frise un peu l'impolitesse. Mais Jean-Marc Aboun n'est pas plus difficile qu'Étienne Tshisekedi. Ce n'est pas pour autant que les gens ont refusé de voter pour lui en 2011, madame. Là, il faut demander aux membres de l'UDPS qui ont voté contre, hein. Non, mais il y en a pas. Il y en a des ceux qui... Vous savez, d'ailleurs, si on a parlé de la bagarre, c'était pourquoi? Arlette Odia, il le sait qu'il a été élu là grâce au FCC, qu'on se voile pas la face. Tu ne peux pas te faire ennemi de ceux qui t'ont mis là. Mais c'est pour ça qu'ils en fait partie. Mais on est ennemi pourquoi? On est ennemi pourquoi? Lorsqu'on se rend compte, madame, il y a un aspect important. Il ne faut pas se faire à dos les gens qui t'ont élu. Il y a un aspect important que l'on doit relever sur cet aspect. Et d'ailleurs, le peuple sait les raisons fondamentales qui ont concouru à la destitution de Jean-Marc Aboun. Quelles sont ces raisons? Il y a d'une part, de l'autre côté, ceux qu'on qualifie de FCC qui ne veulent pas de sa tête, certainement parce qu'il vient tout le temps dévoiler des complots contre des détournements. Et de l'autre côté, il y a l'opposition, en tout cas déguisée et masquée, qui ne veut pas de lui, parce qu'à chaque fois vous n'avez pas lu la dernière lettre de Jean-Jacques Mamba où il dit que je pensais que vous pourrez me voir en privé pour qu'on en parle. Ce sont des habitudes qui ont élu d'homicide depuis plusieurs années au sein de l'Assemblée. À chaque fois qu'il y a une pétition, donc il voulait racheter cette pétition contre des enveloppes. Mais ce sont les habitudes des Jean-Jacques Mamba, je vous attends ici sur ce plateau pour me dire si c'est vrai que vous voulez soudoyer. Mais simplement parce qu'il n'y a pas une justification. On ne comprend pas pourquoi le simple fait de n'avoir pas répondu à une lettre, encore qu'il n'y avait pas un délai pour se faire, on doit aller jusqu'à une pétition. Question, question le coto, donc Jean-Jacques Mamba. Mais justement, c'est ça les tshisekédismes, je voudrais le dire, madame. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du tshisekédisme, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? C'est la même chose que lorsqu'on parle du lumumbiste. Ce sont des personnes acharnées qui ne pensent pas aux compromissions lorsqu'il s'agit de l'intérêt du peuple. Mais lorsqu'on vous parle du kabylisme, qu'est-ce qui vous revient à l'esprit? C'est tout ça, de l'indiscipline, des histoires comme ça. Mais il est temps pour nous de revenir au bon sentiment, de servir ce peuple parce que ce peuple attend beaucoup de nous. Et faire ainsi nous aidera à résoudre beaucoup de problèmes dans notre pays. En tout cas, la semaine prochaine ou plus tard, j'attendrai les membres du MLC pour venir nous éclaircir un peu sur ce dossier qui m'a fait titre à l'oreille. Sur les les gens du MLC venaient vous défendre. C'est pas normal que vous ayez à l'Assemblée nationale pour vendre vos pétitions. Ça doit cesser cette manie-là. Selon Arlette Odia, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Voilà donc. Jean-Marc Aboun a payé le pot cassé. Voilà. Nous allons maintenant parler du président de la République. Vous le savez, il y a quelques mois, quelques semaines, qu'un journaliste de I24 avait tenu des propos discourtois envers les deux chefs de l'État, le chef de l'État honoraire et le chef de l'État actuel. Vous avez entendu ces propos, je ne peux pas le répéter ici.
Mais le président de la République a décidé, selon une certaine source, de porter plainte contre M. Malard. Et nous allons avoir la réaction de Maître Kizito par rapport à ce dépôt de plainte. Le chef de l'État avait été outragé par des propos purement diffamatoires de la part de ses prétendus consultants. Il était de son devoir de se faire rétablir dans ce... Mais lorsqu'il présente les excuses devant le président congolais, le peuple congolais, il n'a pas non plus aussi tenu compte que lorsqu'il tenait ses propos, c'était devant la face du monde. Le président de la République démocratique du Congo n'est pas n'importe quel citoyen. Il mérite les honneurs, le respect, mais aussi la dignité. Ce monsieur s'est comporté en brigand. Il faut que la justice puisse rétablir la dignité du chef de l'État en les punissant sévèrement selon les lois de la France. L'institution présidence de la République, c'est une institution dotée de la personnalité. Je dis que le pardon, ça ne suffit pas. L'option de la justice, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Pourquoi les gens veulent voir que lorsqu'on amène quelqu'un devant la justice, ça devient quelque chose de mauvais? Non. La justice, elle est là pour protéger tout le monde dans la mesure où chacun sera en train d'être rétabli dans ses droits. Le véritable pardon, c'est celui-là aussi de porter plainte. Ceux qui voient la main noire, ils n'ont qu'à aller chercher ça ailleurs. Le monsieur, lorsqu'il a tenu ses propos, c'était devant tout le monde. C'était désolant. De tels propos, nous ne l'avons jamais entendu devant le président des États-Unis, ni moins celui de la France, encore de n'importe quel pays. Nous ne devons pas avoir cette culture à tout bout de champ qui a une démarche. Pourquoi on n'a pas vu la main noire lorsque ce prétendu consultant tenait de tels propos outrageant le chef de l'État? Là, il n'y avait pas de main noire. Les mains noires, c'est tout simplement lorsque ces derniers acceptent de saisir la justice pour que ces messieurs puissent répondre de ces faits. Dans un entretien avec le site Financial Afrique, le conseil du président de la République démocratique du Congo indique avoir déposé une plainte au nom de Félix Tshisekedi le 26 mai dernier contre Christian Malard, consultant diplomatique à la chaîne de télévision israélienne I24 pour injure. Maître Jean-Marie Viala dit rester serein en attendant la suite que le tribunal des grandes instances de Paris va réserver à cette action judiciaire intentée au nom de son client. Pour rappel, dans une chronique sur la Covid-19, Christian Malard avait déclaré, je cite, la crise de la pandémie de la Covid-19 peut servir de prétexte à certains dictateurs en Afrique ou dans d'autres contraintes du monde pour prendre davantage de mesures répressives pour asseoir leur dictature. Christian Malard ne s'était pas gêné de citer le président congolais Félix Tshisekedi au point de les qualifier de tyrans et de présidents escrocs. Cette action judiciaire permettra sans nul doute au président de la République démocratique du Congo de recouvrir son honneur. Arlette Odia, est-ce que c'était opportun au chef de l'État, vu la situation que nous traversons aujourd'hui, vu les problèmes que nous avons et tout ça, est-ce que c'est vraiment opportun qu'on puisse porter plainte contre ce journaliste? Vraiment? Bon, les canaux officiels n'ont pas encore vraiment annoncé le fait que cette plainte existerait. Mais dans l'hypothèse où réellement elle existe, je pense que à chaque fois qu'on est victime d'une violation de ce droit, je l'avais dit déjà dès le départ, on a le choix entre ne pas suivre et suivre. Et lorsque vous voyez un politique engager une démarche tendant à suivre dans telles circonstances, certainement qu'il y a des raisons pour se faire. Et c'est serait imprudent de ma part, mais sachant pas les raisons. Réfléchissons, ouvrons un peu, comment dire, les battants de cette question. Christian Malard, on l'a suivi. Il avait tenu des propos extrêmement discourtois envers Kabila et envers Tshisekedi. Les traitant d'escrocs, des présidents tricheurs, des trucs comme ça. Moi, je réfléchis par l'absurde. Ce monsieur-là ne peut pas tenir des propos ainsi s'il n'a pas des éléments qui lui permettent de tenir de tels propos. Si aujourd'hui, cette plainte aboutit et qui démontre réellement
que notre président est escroc, que Kabila est escroc, était tricheur, est-ce que c'est pas nous salir encore? Pourquoi ne pas laisser ça comme ça? C'est quand même un juif, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc, ces gens-là, avec l'information, ils ne blaguent pas. Hein. Ben, lui-même, en réaction, lorsqu'il présentait ses excuses, il a dit qu'il y avait un écart entre ce qu'il lui disait et... Il a subi des pressions, on le sait. On sait comment ça marche. Oui. Il a subi des pressions. Ben, ça, c'est vous qui le dites. Hein. Moi, je vais croire à ce qu'il a plutôt dit. Et je pense qu'on doit laisser un peu les choses suivre leur cours normal. Si réellement il y a une plainte, on va juger de son intérêt. C'est vrai que ce n'est pas seulement moi, il s'agit d'un collectif. Je suis bien sûr présidente exécutive de ces collectifs, mais c'est toute une équipe qui se met à réfléchir sur les démarches et surtout l'intérêt du peuple par rapport à C'est vrai que nous, les Africains, je reviens, nous aimons beaucoup nous victimiser. Ah, bah, je reviens par rapport à Jean-Marc Kabound. L'examen de auto-examen. Si ce Christian Malard se permet d'insulter nos chefs de l'État ainsi, tenir de tels propos, c'est parce que nous-mêmes Africains, nous leur donnons cela sur un plateau d'argent pour qu'ils nous insultent ainsi. Regardez notre pays. 60 ans après les indépendances, soyons franches. Où nous en sommes aujourd'hui? Les détournements. 57 millions, 90 millions, 100 millions, 500 millions et tout ça. Des dossiers qui sortent comme ça. C'est pas seulement la faute des gens. Les gens, moi je réfléchis froidement, je me dis, ils ont aussi de fois raison de nous insulter ainsi. Puisque nous nous comportons comme des escrocs, comme des tricheurs, comme des voleurs. Voilà. Vous n'êtes pas la seule à penser de cette manière. Je pense de cette manière. Le chef de l'État aussi pense de cette manière parce que devant les médias internationaux, il avait dit qu'il ne condamnerait jamais quelqu'un ni ne poursuivrait pour ses convictions. Et que surtout, encore avec vous, le journaliste, avec les médias, vous êtes toujours en droit de fouiller les informations. Il ne faut pas qu'il entre en guerre avec les médias. Les avez. L'exemple non, je ne pense pas qu'on va en arriver à ce point-là. Et si il s'agit d'une hémorragie, je pense qu'elle sera arrêtée avant même qu'elle n'engendre des conséquences. C'est vrai, les gens disent qu'il ne faut pas aller en guerre contre les médias. Exemple, Trump aujourd'hui, vous l'avez suivi. Trump entre en guerre maintenant contre Twitter. Parce que Twitter a déclaré 2 de ses tweets faisant l'apologie de la violence. Et Trump, comme vous le savez, quand il pète ses plombs, il dit qu'il va fermer Twitter, il va restreindre la liberté d'expression dans les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, avec la force des médias, aujourd'hui des réseaux sociaux, on a vu comment les policiers ont tué ce noir américain aujourd'hui. C'est grâce à nos téléphones, grâce aux réseaux sociaux. Et d'ailleurs, en France, il y a une loi qui veut interdire aux citoyens de filmer les policiers. En France. Donc aujourd'hui, en tant qu'intellectuelle, en tant que présidente de cette association qui soutient les actions du chef de l'État, est-ce que vous soutiendrez le chef de l'État par rapport à cet acte-là? Qu'est-ce que vous direz au chef de l'État? Porter plainte contre Christian Malard? Je l'ai dit. Froidement, je chercherai d'abord à comprendre et à connaître les raisons. Il faut pas craindre une situation alors qu'on n'a pas tout le contour de la situation. Il faudrait d'abord partir par les raisons qui concourent à cette plainte. Si elles sont plausibles, bien sûr, moi et tous ceux qui croient en moi, nous irons soutenir les chefs de l'État. Mais si ces raisons ne tiennent pas debout, on va conseiller tout le contraire, oui, justement. Voilà, nous allons aller maintenant, nous sommes où? Voilà, mesdames et messieurs, nous allons parler de Fayulu, qu'il a écrit son communiqué. Fayulu est toujours aux États-Unis, mesdames et messieurs. Il a été bloqué par rapport au Covid-19. Pas d'entrée, pas de sortie aux États-Unis. Vous connaissez comment ça se passe. Donc, il est bloqué aux États-Unis, mais cela ne l'empêche pas de communiquer. Le monde aujourd'hui est interconnecté. Nous avons suivi ces communiqués par rapport aux enjeux de l'heure, à la situation de l'heure. Et évidemment, nous reviendrons encore par rapport à l'UDPS, le soutien des alliés de l'UDPS. Nous en parlons tout à l'heure. Actuellement, en dehors de la République démocratique du Congo, le président de l'ECD suit de près la situation sociopolitique du pays. À travers un communiqué, Martin Fayulu s'indigne des morts suspectes qui sont devenues, selon lui, monnaie courante et banale en RDC. Il rapporte que des semblants d'enquête souvent diligentés à la hâte ne parviennent pas à élucider.
Selon ce document, ce décès s'ajoute aux carnages qui interviennent chaque jour en Ituri, à Beni, dans le sud Kivu, au Tanganyika et ailleurs dans le pays, du fait de l'absence de l'État, souligne Martin Fayoulou. La vie humaine est désacralisée, souvent dans l'indifférence la plus totale. Indignons-nous, écrit le numéro 1 de l'ECD. Le candidat à la dernière présidentielle exige à travers ce communiqué la plus grande transparence dans toutes les enquêtes en cours, y compris celles concernant le juge Raphaël Yanni, président du tribunal de grande instance, qui était en charge du procès dit de 100 jours. Faute de quoi, un climat de psychose, sans doute voulu, risque de s'installer dans les pays, avertit Martin Fayoulou. Cette crise sécuritaire sans précédent intervient dans le contexte d'une pandémie de la Covid-19 gérée de manière hasardeuse. En effet, le multiple tâtonnement et les couacs communicationnels observés dans la riposte alimentent les rumeurs conspirationnistes les plus dangereuses et créent une atmosphère générale de laxisme vis-à-vis d'une menace qui devrait pourtant être prise au sérieux, peut-on lire dans ce document. Occasion pour ce membre de la MOUCA de compatir aux douleurs et chagrins de la famille du juge président Yahi, de la magistrature congolaise et l'armée congolaise. Ces pensées vont aussi vers les civils innocents et de tous ceux qui ont perdu un proche suite à la Covid-19. Tout en saluant les actions engagées par le mouvement citoyen et la société civile dans la lutte contre la Covid-19, Martin Fayoulou réitère son appel de voir le processus pour l'éclatement de la vérité sur le détournement présumé aboutir à des sanctions, mais aussi à la récupération de sommes volées. Les incidents qui ont eu lieu lors de la plénière du lundi 25 mai dernier à la chambre basse du Parlement n'ont pas laissé indifférents les alliés de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Analysons la situation politique de l'heure pendant 4 jours en session extraordinaire. Les forces politiques et alliés de l'UDPS dénoncent l'empressement avec lequel Jean-Marc Kabunda a été déchu. Elle parle du non-respect de procédures. Les forces politiques et sociales alliées de l'UDPS constatent avec regret les incidents qui ont lieu au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale et dénoncent l'empressement avec lequel la déchéance du premier vice-président de l'Assemblée nationale s'est effectuée lors de la plénière du lundi 25 mai 2020. Dénoncent non seulement le non-respect des règles de procédure prévues aux dispositions des articles 187 à 189 du règlement intérieur et la non-observance des pratiques parlementaires, lesquels comportements ternissent l'image de l'Assemblée nationale censée être les gardiens de la démocratie et des lois qui régissent tout État démocratique. Elle encourage en outre Jean-Marc Kabunda à saisir les instances judiciaires. Les forces politiques et sociales alliées de l'UDPS encouragent le premier vice-président de l'Assemblée nationale à user de ses droits de recours en saisissant les organes judiciaires compétents pour s'assurer de la régularité de l'acte de sa déchéance. Les FPASU n'ont pas perdu à l'esprit la plainte pour usage de faux en signature. Elle appelle la justice à continuer la procédure. Les forces politiques et sociales alliées de l'UDPS demandent à la Cour, ayant pris en charge la plainte initiée par l'un des honorables députés lésés dans le trafic de sa signature, de continuer la procédure dans le respect de l'état de droit. Les alliés de l'UDPS invitent la population congolaise à rester vigilante. Elle reste cependant engagée dans le développement de la République démocratique du Congo. Arlette Odia, Fayoulou a-t-il le droit de s'exprimer dans ce pays? Bien sûr, comme tout citoyen congolais, autant que je l'ai, autant que X en a, Y en a. Mais il faut reconnaître que la notoriété et même la personnalité de l'honorable Fayoulou a beaucoup diminué depuis les dernières élections. Peut-être que parce qu'après, il n'a pas pu il n'a pas pu capitaliser déjà la foule qu'il savait drainer. Il n'a pas pu ressortir du choc des élections, mais aussi beaucoup plus à cause du désordre qui règne dans la structure Lamouka. Aujourd'hui, la structure, elle était à gestion rotative. Aujourd'hui, on ne sait pas on est à quel niveau. Est-ce dû au Covid? Est-ce qu'il y a une autre raison? Ou simplement parce que ils sont divergents des points de leur point de vue. Chacun soutient ses convictions ou encore défend ses propres intérêts. Et aujourd'hui, il peut bien parler, mais très peu de gens le suivent ou plus des gens le critiquent alors que ce n'était pas le cas auparavant.
Ok. Par rapport à la situation à l'est de la République, vous avez suivi, hein? Pourquoi cette recrudescence? C'est vrai que à l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi, il y a eu un vent d'espoir, parce qu'il avait promis, moi je l'ai suivi personnellement pendant la campagne présidentielle, son QG, c'est à l'est de la République. Il avait promis qu'il mettra fin à cette situation à l'est de la République démocratique du Congo. Et à l'époque, tout le mal, c'était Joseph Kabila. Quand quelqu'un meurt à l'est, faute à Kabila, on savait comment ça fonctionnait aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi je vous pose cette question, directement. Tout ce qui se passe à l'est de la République, la faute, c'est Félix-Antoine Tshisekedi? Non, la faute ne peut pas être Félix-Antoine Tshisekedi. Ah, c'est lui le président de la République. À l'époque, c'était Joseph Kabila. Pourquoi aujourd'hui, vous refusez de dire ouvertement que la faute revient à Félix-Antoine Tshisekedi, puisqu'à l'époque, la faute était à Joseph Kabila. On ne mâchait pas nos mots. Moi, ici, sur ce plateau, j'osais le dire que ce qui se passe, c'est parce que Joseph Kabila est incapable de régler la situation. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le dire. On ne peut même pas oser dire que la faute revient à Félix-Antoine Tshisekedi. C'est le président de la République, il doit assumer. Pourquoi vous dites que il n'est pas responsable? C'est pas à lui la faute parce que les circonstances ne sont pas les mêmes. Ah, vous lui trouvez des circonstances aujourd'hui. Je m'en vais directement évoquer encore ce que disait Étienne Tshisekedi parce que je me reconnais tshisekediste. C'est que tous les cas des conflits armés à l'est de la République, il y avait de complices parmi les dirigeants. Et dans ce cas et dans l'hypothèse d'aujourd'hui, vous n'allez quand même pas me dire que Félix Tshisekedi a intérêt à comploter avec tous ceux-là qui sont à l'Est. Non, mais pas du tout. C'est ainsi que j'ai dit que les circonstances ne sont pas les mêmes. Les circonstances ne sont pas les mêmes et la République reste la même. Mais oui, les solutions elles sont en train d'être aujourd'hui, une année après, Félix-Antoine Tshisekedi ne parvient pas à débusquer ses complices. Le complice numéro 1, on dira que c'est Joseph Kabila, parce que c'est lui le partenaire numéro 1. Parce qu'à l'époque, tout le mal était Joseph Kabila. Que c'est lui qui faisait ça, c'est lui qui permettait cela, c'est lui qui était l'allié des Rwandais, tout le mal était Joseph Kabila. Et aujourd'hui, l'allié numéro 1 de Félix-Antoine Tshisekedi, c'est Joseph Kabila. Alors, aujourd'hui, un an après, il y a des morts chaque jour. Et vous voulez le dédouaner? Vous voulez dédouaner Félix Tshisekedi aujourd'hui? Quelle est sa responsabilité aujourd'hui? Les questions de sécurité, réellement, elles ne se traitent vraiment pas sur les plateaux de télé parce qu'on ne saura pas vous donner toutes les informations parce que justement, même les solutions ou encore les stratégies qui seront mises en place, elles seront à découvert et l'ennemi pourra s'en servir. Rappelez-vous à l'époque comment les opposants insultaient Kabila. Donc aujourd'hui, ne trouvez pas des excuses. Pas de situation atténuante. Il n'y a pas des excuses, il n'y a pas des excuses à rechercher. Aujourd'hui, la sécurité, ça se dit pas sur le plateau. Aussi longtemps, Kabila, parce qu'il n'était pas responsable. Aussi longtemps que les circonstances ne sont pas les mêmes, je m'aimerais m'atteler sur les circonstances d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Les choses, d'abord la volonté politique, celle de vouloir absolument mettre fin à ces tueries à l'Est. Et je dois le dire sans crainte de me tromper que le plus triste dans cette situation, c'est bien le chef de l'État qui en est réellement préoccupé. Le fait pour le chef de l'État de dire qu'il irait installer son état-major à l'est du pays, ça ne veut pas dire qu'il irait mettre le palais de la nation là-bas. Et pourquoi pas? Qu'est-ce qui l'empêche? Non, mais c'est bien aussi important, c'est bien aussi de le faire, mais même en étant dans son palais de la nation, à Kinshasa, il résout le problème. Il a l'état-major, le chef d'état-major Gérald Mbala, il est là avec son équipe, ils sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler et très prochainement, je pense d'ailleurs que la situation, elle a beaucoup évolué et que dans un futur beaucoup plus proche, on aura plus de morts, on va plus se réveiller, plus de morts, plus d'assassinats, mais pour cela, plus de viols de femmes. Il faut vraiment de la volonté, de l'accompagnement du chef de l'État. Il ne réussira pas son programme tout seul. Il va le réussir avec le peuple qui doit continuer à l'encourager, à le soutenir. Ce peuple-là veut la dissolution de la coalition FCC Cash. Ce peuple-là ne veut pas de ce mariage-là. Mais, silence clos, le partenariat continue de plus belle. Mais le peuple ne veut pas de ce partenariat. Vous êtes proche du président Félix-Antoine Tshisekedi. Ne peut-on pas dissoudre cette coalition, ce mariage FCC Cash? Le peuple n'en veut pas.
Vous parlez au nom du peuple, non, le peuple n'en veut pas. Et vous pensez que c'est une situation qui n'est pas analysée? Elle est vraiment analysée. La dissolution du Parlement. La situation, le peuple le veut. La dissolution du Parlement. Les situations dans notre pays, elles ne peuvent pas trouver toutes des solutions au même moment. Et en plus, il s'agit de la politique. Les solutions arrivent au moment indiqué. Lorsqu'on se rend compte... Le peuple trime, hein? Non, mais... En attendant, hein? Il y a... Si on doit parler de la misère du peuple, il n'y a personne qui peut la remettre en cause. Et c'est même pour cette raison que notre structure a été créée, parce qu'il faut relever les vrais problèmes du peuple et en apporter des solutions. Mais c'est tout ça qui préoccupe notre chef de l'État. Souvenez-vous de l'état dans lequel il a trouvé ce pays. Souvenez-vous aussi de l'état actuel de notre pays. On peut tous être d'accord que nous sommes en train d'évoluer et qu'il y a de raisons de croire en l'homme, de croire en sa vision et de l'accompagner. Et quelle est sa vision? Quelle est la vision du chef de l'État? La vision du chef de l'État est claire. D'abord et avant tout, l'instauration de l'État de droit efficace dans notre pays. Et le reste de paliers vont suivre en tout cas de soi, sans effort. Si quelqu'un sait qu'en détournant les fonds, il sera puni. Fin de l'impunité. La fin de l'impunité. Ce ne sont pas des richesses qui manquent à notre pays. Et ce ne sont pas des richesses, même en termes de ressources humaines, qui nous manquent. C'est simplement qu'il n'y avait pas de suivi, soit il n'y avait pas de volonté politique, il n'y avait pas de punition. Merci beaucoup. Et que si tout ça est réuni, des choses vont changer. Merci Arlette Odi. En tout cas, on peut paraphraser une phrase de la Bible. Cherchons d'abord la justice et toute autre chose nous seront données par Pas déçu, par surcroît. Merci. Nous allons terminer, mesdames et messieurs, par la réaction de M. Monkia par rapport au confinement de la commune de la Gombe, par rapport à la visite du ministre Guy Mekoulou. Nous allons parler de sa visite d'inspection et nous allons terminer par une note triste, c'est par le décès de notre excellent confrère Charles Kilochou. Membres des familles, amis et connaissances, tous inconsolables. Ils étaient venus rendre dernier hommage au directeur adjoint au service de la communication du chef de l'État, Charles Kilochou. Après la cérémonie du recueillement qui s'est déroulée en présence du chef de l'État ainsi que plusieurs personnalités de la présidence de la République, s'en est suivi la levée du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Direction cimetière Mbese-Kefouti. Aussitôt arrivé au lieu d'inhumation, l'on a assisté à l'étape des témoignages de membres des familles de l'illustre disparu. Cher ministre, mon message tient en peu de mots. Repose en paix auprès de papa et de tous nos proches qui nous ont quittés. Tu laisses derrière toi une famille effondrée, mais fière de t'avoir eu comme fils, époux, père, frère, tonton. Ta jovialité, ton humour, ton sens du contact humain ont fait de toi un personnage central dans notre famille. Le lien entre les uns et les autres. Charles Kilochou a désormais une nouvelle adresse ici au cimetière Mbese-Kefouti, précisément au quartier Bandalungwa, où il reposera à jamais. Pendant que nous sommes confinés dans nos maisons, les gens de la cité viennent maintenant envahir la Gombe. Moyennant $10, 2000 francs, 5000 francs ou quoi qui pénètre la Gombe. Même pour quitter ma maison, pour aller même dans mon bureau à bon marché, c'est difficile parce qu'il y a plein de voitures, surtout avec le lavage des mains. Vous ne pouvez faire même 3 h 4 h. Pourquoi on nous a joué ce jeu par le gouverneur de la ville? Le gouverneur de la ville sait que quand il va faire retourner les gens à la Gombe, les gens vont commencer à vendre les cartes prépayées, les Chikwang sur les grandes avenues. Mais regardez maintenant la Gombe est calme. Hein? Mais quand ils vont revenir, tu vas voir qu'il y a des trous partout. Au lieu d'envoyer les véhicules pour aplanir ces trous, ça ne coûte rien. L'avenue comme l'avenue du marché. Première avenue pour entrer au centre-ville. Mais il faut goudronner ça jusqu'à Barumbu. Les avenues sont trop sales. Est-ce que lui, le gouverneur, il ne peut même pas marcher même à pied? Moi, je suis son vieux de la Gombe. Je suis son grand frère. Ce n'est pas comme ça qu'on peut gérer la Gombe. On nous a confinés à la Gombe. Nous avons souffert. Moi, j'ai fait 40 jours sans sortir. Mais quand je regarde la Gombe aujourd'hui, trop sale. Où se trouvent les autorités pour aplanir les avenues de la Gombe? Vous confinez la Gombe, mais vous laissez les habitants
des autres communes pêle-mêle. Ça dit que s'il y a une personne qui était malade, va contaminer sur Victoire, il y aura une contamination à outrance. Et quand on va ouvrir la Gombe, ces gens contaminés tous vont entrer, nous serons tous dans les bouillabaisse. C'est quel genre des autorités que nous avons? Mais quand je vois la gestion d'aujourd'hui, je ne peux pas critiquer, c'est le fils de notre vieux qui gère. Mais on ne le laisse pas mais libre. Quelle était l'importance de nous confiner? Ça me fait pleurer. À quoi sert de confiner la Gombe et laisser la cité à cet état? Pour le confinement total? Parce que ceux qui sont à la cité, je suppose qu'ils pêle-mêle, ils ont maintenant le corona en masse. C'est en vue de permettre à la population vivant en milieu périurbain d'observer strictement des mesures d'hygiène édictées par les autorités sanitaires que le ministre national du développement rural, Guy Mikoulou, a inspecté les travaux de réhabilitation des forages d'eau potable. C'est en vue de stopper la propagation de la Covid-19 au pays. Ces forages d'eau sont installés principalement dans la zone de santé et hôpital de Ngiringiri, sur le site de Mpassa 1, Bibois, Kinkole et autres. Et leur réhabilitation consiste à les moderniser en remplaçant les pompes manuelles par les pompes émergées. Un projet réalisé grâce au financement du Comité international de la Croix-Rouge. Bon, le problème c'est dans le cadre de lutte contre le coronavirus, le ministère du Développement rural avait élaboré un projet d'urgence pour lutter contre le coronavirus. Ce projet consistait à réhabiliter d'abord le forage existant, ceux qui avaient des pompes manuelles, qu'on a transformé en mettant des pompes électriques pour permettre aux gens de ne plus venir toucher, parce que les pompes manuelles devenaient le vecteur de transmission de la maladie. Et c'est comme ça que vous avez vu jusque-là pour la lutte, on est à 11 sites qui sont en train d'être réhabilités par le financement de notre partenaire qui est le CICR. A noter que Guy Mikoulou était à la tête d'une forte délégation composé du ministre provincial de Kinshasa en charge du développement rural, le directeur des cabinets adjoints, le directeur général de l'Office national des hydrauliques rurales et quelques conseillers. Repose en paix, Charles Kilocho, que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Charles Kilocho était dans la communication du chef de l'État. Charles Kilocho était de la 16e promotion de l'ISTI, FASIC. Charles Kilocho était un grand frère aimant, un grand frère attentionné. Azaï Moutabatou quoi. En tout cas, repose en paix, Charles Kilocho, on t'oubliera jamais. Cela me pousse à vous poser cette question. D'ailleurs, le porte-parole en a parlé. C'est mort à répétition à la présidence de la République, Arlette Oudia. Vous qui êtes proche du chef de l'État, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à la présidence de la République? Mais vraiment, ça dérange, ça nous arrache des très proches. Vous venez de le dire, vous avez perdu un de proches, je le vois. J'en profite pour vous présenter toute ma compassion. Mais aussi longtemps que le chef, le porte-parole du président de la République rassure la population par rapport au fait qu'il s'agit du Covid, nous ne pouvons que nous fier à ces informations. Par rapport au poison, par rapport à l'empoisonnement, tout ce qui a circulé. Donc. Interpeller aussi le membre du cabinet du président de la République d'être beaucoup plus vigilant, d'observer aussi mieux les gestes barrières, parce qu'ils nous sont chers, ils sont censés conseiller le chef de l'État, chacun dans la matière qui lui concerne, et nous avons besoin de tous les voir bien portants et en bonne forme pour que le président de la République le soit aussi, parce qu'au fait, il constitue vraiment sa première force. Sa première ceinture de sécurité aussi, hein, les conseillers. Donc, nous allons parler de la Gombe. D'abord, pour venir à la Gombe, vous avez vu comment ça se passe. Mais M. Mokia, Sir Mokia, se plaint. Pourquoi confiner la commune de la Gombe? On n'arrange pas. La commune est toujours aussi sale, toujours autant de nids de poules dans les routes. Voilà. À quoi ça servait le confinement si on ne parvient pas à positiver ce laps de temps de confinement? Tel que réfléchit M. Mokia, c'est de la même manière que réfléchit la plupart de gens dans la masse, hein, le peuple, je peux même le dire ainsi. Et le gouvernement doit absolument prendre en compte ces observations. Le gouvernement central, tout comme le gouvernement provincial, il y a beaucoup de failles par rapport
à ce que nous voyons d'abord dans la prise en charge du Covid ou de la Covid, mais aussi dans tous les autres aspects, notamment la salubrité, et tout ce qui va avec pour que le peuple se sente quand même à l'aise dans c'est qu'est la capitale de notre pays. C'est très triste qu'il y ait toujours plusieurs questions dans la tête du peuple, mais de l'autre côté, il n'y a pas de répondant de la part des dirigeants. Nous interpellons les dirigeants. Je parle du gouverneur, du Premier ministre, avec tout son gouvernement, de toujours être à l'écoute du peuple, parce que c'est vraiment pour eux qui sont là. Le chef de l'État a été à l'écoute de ce peuple. Il a dit qu'on commence à déconfiner un tout petit peu la réouverture des restaurants, des bars, parce que l'impact économique est très, très, très négatif. Les gens se plaignent, il y a beaucoup de PME, PMI qui sont presque en faillite aujourd'hui. Bonne décision, parce que beaucoup disent que le chef de l'État ne fait que copier ce que fait Macron. On l'appelle d'ailleurs Macron bis. Moi, je dis les choses telles quelles. Parce que dès que Macron prend une décision en France, eh ben, attendez-vous à ce qu'une semaine ou deux, nous ayons les mêmes décisions. Macron a décidé de déconfiner un peu Paris, la France, et bien 2 semaines après, on décide de déconfiner un peu Kinshasa. Est-ce que nous avons les mêmes réalités entre Paris et Kinshasa? Déjà que je n'épouse pas ce point de vue. Et un constat, il est toujours, il dépend de celui qui observe, et de la manière dont vous observez, et aussi même de à l'endroit où vous vous tenez. Mais si aujourd'hui le gouvernement, parce que vous l'avez dit, c'est une raison vraiment fondée par rapport à l'impact négatif du déconfinement, il y a lieu que le gouvernement réfléchisse sur comment commencer à proposer des solutions à ce problème. Et bien entendu, ça va toujours de pair avec l'observance de gestes barrières. Ce confinement de la commune de la Gombe, a apporté quelque chose. Ça permet à ce que la maladie ne puisse pas... parce que Gombe, c'était, comment on appelle ça, l'épicentre de la maladie à l'époque. Aujourd'hui, l'épicentre a changé. C'est ailleurs. Est-ce qu'on ne peut pas déconfiner complètement? Parce que l'épicentre, c'est plus la Gombe. À en croire le comité de riposte, le déconfinement a servi à quelque chose, tant mieux pour nous. Mais aujourd'hui, ce qui nous préoccupe le plus, c'est les circonstances dans lesquelles se retrouve le peuple. On doit vraiment balancer, nuancer entre les intérêts, les désavantages, et que si on met le tous en symbiose, on va déceler, on va dégager la meilleure des options, alléger la souffrance ou encore la misère du peuple, tout en continuant à observer. Comparaison n'étant pas raison, nous sommes vraiment en train d'atterrir. Comparaison n'étant pas raison, c'est vrai qu'en Europe, l'État a aidé ces entreprises qui ont été en confinement. L'État a donné sa contribution pour que ces entreprises ne soient pas faillites. Mais aujourd'hui, beaucoup de nos entrepreneurs, de gens qui ont leurs petites entreprises, se sont dit délaissés de l'État. Beaucoup sont en faillite aujourd'hui, beaucoup sont endettés. L'État n'a vraiment pas joué son rôle. Vous demandez à quelqu'un de rester à la maison, mais vous ne lui donnez rien à manger. C'est ça qui a un peu tué ces PME, PMI en RDC. L'État devrait absolument prendre vraiment en charge cette situation, accompagner les PME, accompagner la population, parce que nous avons vu sous d'autres cieux, notamment au Madagascar, où on a vu quand même le gouvernement disponibiliser des soins, des médicaments qui avaient été inventés à l'occasion. On aurait vraiment voulu que l'État fasse pareil. Mais je reviens encore sur les circonstances. Ça se sent déjà qu'avec la volonté politique du chef de l'État, il aurait bien voulu le faire. Il est venu d'abord par rapport à la gratuité de l'enseignement, bien de politique. Penser qu'il était allé vite en besogne et qu'il devrait attendre, mais il a pris ce risque. Par rapport au paiement de factures des régies des eaux et des SNEL, il a encore fait quelque chose, mais il faut comprendre qu'il n'a pas tous les moyens nécessaires, il n'a pas toutes les conditions réunies pour répondre à ces besoins de la population. C'est ainsi qu'il invite cette population, bien sûr, de recevoir ce qu'il peut donner, mais ce qu'il ne sait pas encore donner, compte tenu du fait que les conditions ne sont pas encore suffisamment améliorées, que le peuple puisse aussi suppléer. Merci beaucoup Arlette Odia, merci d'être passée à la barre. Mon plaisir est double parce que je reçois une grande dame, une intelligence de mon pays, présidente du collectif pour le développement et l'unité du Congo, Nasbel, proche du chef de l'État, qui soutient les actions du chef de l'État. Et Arlette Odia l'a dit, le chef de l'État a
fait ce qu'il a pu. À l'impossible, nul n'est tenu, comme on le dit en français. Merci donc à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Congo Web Télévision. Merci à tous mes followers dans les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, voilà, me dira ma fille Joël Lofoli, on dit, maman, ne dit pas dans les réseaux sociaux, c'est sur les réseaux sociaux. Merci Joël, merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux, et je profite donc de l'occasion pour souhaiter un bon anniversaire à Joël Lofoli, ma fille, qui totalisera un certain âge. Bon, c'est son âge, je ne vais pas le dévoiler sur le plateau. Merci à vous, et on prend rendez-vous, mesdames et messieurs, pour dimanche prochain, et Inch'Allah. Merci.